Bonjour, c'est Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait notre revue altcoin de la semaine, altcoin que vous avez choisi dans les commentaires de la vidéo précédente de la semaine précédente. Alors, on va faire notre petit point, on va l'ouvrir toujours sur ce qui se passe au niveau des altcoins. On va pas se cacher que c'était pas forcément un mois extraordinaire le mois d'octobre pour les alts. On a encore été rejeté sur cette résistance, une résistance qui tient bon, dans laquelle on crée beaucoup de liquidités autour de cette zone-là, autour des 650. C'est sûr et certain que quand on cassera cette résistance, on va avoir une réaction haussière qui va être très forte. Bon, par contre, ça va pas être pour tout de suite. On le sait bien, on le voit bien, Bitcoin draine la liquidité, donc il va falloir être patient, un maximum patient. Et quand on regarde notre compression au niveau du RSI, on voit que soit on arrive à maintenir le momentum au niveau des alts dans cette compression, soit on va la casser par le bas, et si on la casse par le bas, on va aller chercher ici, donc ça sous-entendra que potentiellement, on va faire ça avant de pouvoir repartir. Donc ça va être ici des moments dans lesquels on pourrait potentiellement recréer du momentum, aller chercher de la liquidité supplémentaire sur un certain nombre d'alts pour recharger, et ça il va falloir être patient comme d'habitude. Au niveau du momentum, ce qui est intéressant de voir, je me base toujours sur le 5 août pour bien marquer la tendance que l'on a eue, qui est justement cette accélération haussière, qui a été notée par le plus bas, le lot qui a été posé le 5 août sur BTC, et on voit que au niveau des alts, on arrive à tenir à peu près Bitcoin, mais on a vraiment un écart qui se fait relativement fort. On voit qu'ici on était bien paqué, ici on était bien paqué aussi, et là on voit que l'écart commence à se créer, donc ça sous-entend qu'on va avoir à un moment donné un événement de compression pour pouvoir potentiellement après refaire une accélération et une nouvelle expansion au niveau des alts. C'est toujours la même chose, et dans lequel on a des grands gagnants et des grands perdants, on les voit ici, au niveau des représentations que je vous propose. Donc, pour moi, quand je vois ça, je me dis qu'on a fini la phase d'hyper-expansion, on le voit bien ici, d'accord, et on voit bien qu'on est bien dans une phase qu'on a marquée depuis le 16 octobre, sur une phase de contraction, ici, là, et ici, d'accord. Donc pour moi, on va avoir potentiellement un événement de compression très fort, pour pouvoir marquer justement des zones de rechargement intéressantes, ou de renforcement intéressant sur certains alts, qui n'étaient pas encore accessibles parce que peut-être trop en surperformance, et donc on va avoir une respiration globale parce que BTC draine toutes les liquidités. Ça, c'est pas nouveau, si vous suivez la chaîne, vous connaissez pourquoi, comment et jusqu'à quand ça sera le cas. On entame tout de suite avec OneInch, l'analyse de OneInch. Donc OneInch, je rappelle que c'est un DEX, c'est-à-dire un échange décentralisé, qui est relativement connu, et notamment par plusieurs de ses fonctionnalités. Une que j'utilise beaucoup, qui permet de ne pas payer de frais sur notamment Ethereum. À partir du moment où vous avez un volume qui est conséquent, vous pouvez ne pas payer de frais, et ça c'est natif directement dans OneInch, et c'est relativement fort. L'autre chose, c'est que c'est un agrégateur, ça veut dire qu'il va aller composer la meilleure route potentielle pour pouvoir limiter les frais, et derrière le slippage, c'est-à-dire l'écart entre le prix dans lequel vous achetez et le prix qui sera exécuté dans l'ordre. Donc là, on est dans quelque chose qui est très utilisé, qu'on voit d'ailleurs absolument partout, dans tous les événements. On a toujours un stand OneInch, parce qu'on a une marge de marque qui est très forte, et on a une FDV, une market cap diluée, qui est de 365 millions de dollars, ce qui est quand même pas énorme quand on le compare à d'autres DEX. On voit que on est dans quelque chose qui est relativement faible. Techniquement, on est dans une phase d'accumulation et dans une phase d'accumulation, d'accord. On est dans l'accumulation de l'accumulation, dans une partie basse. On maintient depuis le 5 août, d'accord, depuis le lot, on voit qu'on n'a pas eu de réaction haussière, on est toujours en train de travailler cette partie-là. J'ai peur qu'on aille chercher encore la liquidité en dessous, dans les alentours de 0,20, aller taper encore un petit peu en dessous. On a fait ici une prise de liquidité, mais c'était pas suffisant, on aurait dû ici consolider. Là, c'est pas le cas avant de faire la chute, donc pour moi, on n'a pas vraiment de break-off structure, on a juste une prise de liquidité, et donc ça sous-entend que là, on va aller chercher la liquidité pour potentiellement après structurer à la hausse. Tant qu'on n'a pas d'éléments marquants de break-off structure, ici serait potentiellement, je dirais, ce top-là, d'accord. Ce top-là, le 0,53, si jamais on imprime un plus bas, ce sera à ce moment-là ce top-là, mais tant qu'on n'a pas de break-off structure, il va falloir être patient sur OneInch. Au niveau des performances, j'ai envie de vous dire, il y a quand même pas mal de choses, parce que OneInch, on est sur une FDV qui est relativement faible, on parle de 365 millions de dollars, ce qui donne une opportunité, parce que si jamais on va simplement retester ici, ça sous-entend que si on continue à baisser et qu'on va chercher le plus bas dans ces alentours-là, ça sous-entend que
On peut aller chercher ce top ici et l'equal high, et donc la liquidité qui se trouve là, donc c'est-à-dire déjà 235%, enfin 230%. On peut aller chercher ce top là à 340, et on peut aller chercher beaucoup plus haut, parce qu'on a une market cap qui est relativement faible. Cette market cap là, quand on regarde l'évolution potentielle que l'on peut avoir, on peut aller chercher les niveaux supérieurs de liquidité pour aller chercher dans les alentours de 2 $, dans les alentours de 3 $, voire chercher encore un petit peu plus haut, parce que si on dézoome bien, on voit la structure que l'on retrouve ici, et donc on peut très bien avoir une phase d'expansion pour aller retester ces parties-là. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher le top de 1 inch, mais en tout cas aller retester ces parties-là me semble tout à fait cohérent, surtout si 1 inch continue à attirer de la liquidité et dans son utilisation. On continue avec Alephium et sa crypto Alph, dans lequel on a eu une période d'accumulation qui a été relativement longue, une phase d'hyper-accélération en février 2024, consolidation dans lequel on a fait une hyper-accélération en juillet 2024. Très intéressant cette bougie-là, parce que c'est une bougie qui est arrivée, parce qu'il y a eu une grosse partie de nouvelles sur le prix du minage, ou en tout cas la rentabilité du minage d'Alephium, et donc, comme d'habitude, en Proof of Work, on se retrouve toujours avec une hyper extrapolation et une hypervalorisation quand on a ce type de nouvelles-là. Grosse bougie, et ensuite consolidation ici, et on est en train d'aller consolider globalement dans les alentours des 1 $, 1,10 $, qui est une très bonne consolidation, et on se retrouve entre 618 et 786, donc dans une zone de rechargement long terme, pour aller casser la hausse. Et pour moi, le break of structure vraiment à faire, ça va être cette bougie-là, donc les 2,25 $, dans lequel il faut impérativement aller chercher pour ensuite consolider, avant d'aller faire peut-être un petit retracement et repartir à la hausse. Mais dans tous les cas, Alephium est dans une zone qui va être compliquée, et il faut impérativement tenir cette zone-là pour aller chercher le break of structure et ensuite partir. À savoir que là-dessus, on a de l'émission, on le voit bien, beaucoup d'émissions au niveau de la tokenomics, donc ça veut dire qu'on va avoir une pression baissière de vente classique, les personnes qui ont acheté les machines de minage Alephium, à un moment donné, il faut bien qu'ils vendent leurs tokens pour rembourser, donc il va falloir faire attention. On est dans une FDV de 1,2 milliard de $, ce qui n'est pas énorme pour le narratif de Layer 1 qu'elle défend, et on pourrait aller chercher en effet ici une FDV dans les alentours de 10-15 milliards de $, pour une évolution du prix qui pourrait être assez agressive. Ensuite on a dans le DePIN AKT, la crypto de Akash. Akash qui a quand même beaucoup de mal parce qu'elle est dans l'écosystème Atom, et que Atom, on va pas se le cacher aussi, que ça a aussi beaucoup de mal. Donc AKT n'est pas forcément accessible à tout le monde. Néanmoins, techniquement, on est sur une infrastructure d'épines solide, principalement tournée autour de l'intelligence artificielle, mais pas que, avec une FDV de 928 millions de $, ce qui n'est pas énorme. Techniquement, on a fait notre phase d'accélération, on est allé retester la partie haute, et on est en train d'accumuler ici. Ce que l'on va viser, ça va être une deuxième phase d'accélération dans laquelle on pourrait aller chercher les 8 $, voire les 12 $, voire peut-être un petit peu plus haut, en fonction de l'évolution du narratif. On va être lié directement aussi au narratif d'intelligence artificielle. On est sur deux narratifs, IA et DePIN, même si on est majoritairement DePIN. Il va falloir voir, est-ce que AKT va être listé dans d'autres exchanges, qui va le rendre peut-être plus accessible au plus grand nombre, et ça va être quelque chose à surveiller. Pareil, on a une évolution de l'inflation qui est quand même conséquente, donc il faut le prendre en considération dans son évolution. Ensuite, nous avons AXL, la crypto de Axelar. Axelar, qui est un projet d'interopérabilité très utilisé, très intéressant, qui concurrence Layer 0 principalement. On a une phase d'hyper-accélération que l'on retrouve jusqu'à ces zones de 2,64 $ en février 2024, et ensuite on a une phase de respiration très forte, très agressive, avec deux bougies de capitulation. On maintient une zone de liquidité dans les alentours de 0,87, et ensuite on accumule tranquillement dans cette partie-là. Très belle accumulation d'ailleurs, avec un petit break of structure qu'on a validé ici, on le voit dans cette petite mèche ici, ça c'est un break of structure haussier, et ce qu'il va falloir attendre, ça va être potentiellement une réaccumulation pour repartir. On aura un truc qui sera relativement intéressant, voire même peut-être aller chercher plus bas, pourquoi pas, avant de repartir. Le niveau très important à casser, ça va être la liquidité qui se trouve ici, et donc ça va être les 1,33 pour valider l'hyper-accélération, à savoir qu'il est en concurrence sur Layer 0, et ça va être un choix que vous allez devoir faire, Axelar ou Layer 0, ou pourquoi pas les deux. Au niveau de la market cap, on est sur 200 millions de $, ce qui est relativement faible pour le niveau que l'on pourrait avoir au niveau d'Axelar,
Donc pour moi, on pourrait aller chercher les 2 milliards, 2,5, 3, 4, 5 milliards peut-être au niveau d'Axelar en termes de valorisation, et peut-être le comparer à Layer 0 pourrait nous donner une belle opportunité, une belle représentation que l'on pourra avoir avec des targets qui sont encore une fois relativement élevés. Et à savoir qu'on va avoir une diminution dans les mois qui viennent de la pression baissière qu'il va falloir surveiller. Est-ce que oui ou non on va avoir un impact au niveau d'Axelar? Ça va être la grande question des mois qui arrivent. Ensuite, on a Phil, pareil dans le dépine, peut-être vous ne connaissez pas, beaucoup le considèrent comme étant un gros dino coin. Je suis un petit peu d'accord, dans lequel on a eu, attention on est en logarithmique, mais on a eu un pic qui a été assez élevé dans les alentours des 240 $, et là on se retrouve avec un token dans les 3 $. On est bien logarithmique pour avoir une vision globale, et là on est dans une phase d'accumulation qui est interminable, hein. On voit juin 2022, plus bas qui a été posé en décembre 2022, et on est allé retester une fois, 2 fois, d'accord? C'est beaucoup. 5 août, ici, et 5 juin. 5 juin étant le fait que Phil, potentiellement, allait être poursuivi par la SEC, et ici, 5 août, moi, c'est la liquidation qu'on a connue il y a quelques mois. Donc, on est dans une phase d'accumulation long terme, où ici, on se retrouve encore une fois dans une phase d'accumulation très long terme. Pour moi, avant d'avoir quoi que ce soit, la première target serait d'aller chercher les 10 $, les 11 $, et ensuite, pour aller chercher beaucoup plus haut, il faut qu'on casse ici ce top-là, pour consolider au-dessus, voire potentiellement retester un peu en dessous, et ensuite avoir une phase d'hyper-accélération, et aller chercher des targets comme les 20, 25, 30, 40, 60, etc. Parce qu'on est quand même sur une market cap d'UE de 6,84 milliards $, parce que on rappelle que Phil a quand même ici beaucoup d'émissions de tokens pour pouvoir payer ceux qui maintiennent le réseau, et donc forcément, ici, ça va être compliqué de pouvoir faire évoluer très fortement le cours à la hausse, et il va falloir peut-être faire attention pour tous les détenteurs de Phil à prendre des profits de façon plus agressive que sur d'autres protocoles, parce qu'en plus on est sur un protocole qui est ancien, on n'a toujours pas cassé l'accumulation, on est sur une accumulation très long terme, il faut impérativement casser les 13 $ avant de pouvoir se projeter sur des targets beaucoup plus hautes. On continue avec Maple, donc MPL, la crypto que vous m'avez demandé le plus, je pense, au niveau des commentaires de la dernière fois. Donc n'oubliez pas, demandez les cryptos qui vous intéressent, on fera la sélection directement dedans, et ça se passe en commentaire. Alors Maple et sa crypto MPL, qui est dans le narratif du RWA, qui permet de pouvoir faire des emprunts. Et ce qui est intéressant de voir au niveau de Maple, c'est qu'on est sur une FDV de 229 millions de $, donc pas énorme. Après on reste dans du RWA. Est-ce que le token Maple MPL est utilisé dans le RWA et attire, en fait, capitalise sur la TVL qui est utilisée? Non. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment de la pure spéculation. On est dans une phase d'accumulation long terme, on a fait un break of structure ici la semaine dernière, mais ce n'est pas suffisant, d'accord? Ce n'est pas suffisant, il faut impérativement consolider au-dessus. Ça veut dire que potentiellement, pour moi, on peut aller chercher les 15 $ avant de repartir à la hausse, et il faut valider cette phase d'accumulation par une grosse rupture, et cette grosse rupture, c'est les 30 $. Et oui, ça fait loin, mais c'est la réalité. Ici, on a une phase d'accumulation, phase d'expansion, phase d'accumulation, donc on attend une phase d'expansion. La phase d'expansion doit être agressive, forte et puissante pour pouvoir marquer. Et même dans cette phase d'expansion, au niveau des targets que l'on pourra avoir, la market cap diluée, on pourrait aller chercher peut-être les 2 milliards, 3 milliards, mais ça va être compliqué de faire beaucoup plus. Parce que le RWA, c'est pas ce qu'il y a de plus spéculatif, et donc forcément, ça veut dire que ça ne donnera pas les plus de capitaux. Et on terminera aujourd'hui avec le centrifuge CFG, pareil, RWA, dans lequel on n'a pas forcément une utilité très forte au niveau du CFG aussi. Même principe, phase d'accumulation, phase d'expansion. Phase d'accumulation qui est quand même assez faible. Ce que l'on va attendre, ça va être potentiellement ici un retest dans les alentours des 0,52 pour bien marquer qu'on est dans une phase d'accumulation et ressembler à Maple. Et ensuite, pareil, même principe, il faut casser les 1,15 pour aller chercher beaucoup plus haut. Et on est sur une FDV qui est moins que Maple, mais en même temps, on a beaucoup moins, 5 fois moins de liquidités qui sont dans le protocole, donc ça s'explique. Et le ratio peut-être FDV-TVL est peut-être moins intéressant que Maple. Et donc, en termes d'évolution, c'est le même principe, il faut casser le niveau des 1,15 pour aller chercher potentiellement ici les 1 milliard, on va retirer ça, on va remettre ça, les 1 milliard de market cap. Je pense que dépasser les 1 milliard, il va falloir qu'on ait une TVL qui monte très fortement, et là-dessus, est-ce que Centrifuge va avoir une plus grosse TVL que, par exemple, un Maple? Je ne suis pas forcément sûr, et il y a une réflexion à faire de ce côté-là.
Je terminerai en vous rappelant que ce ne sont que mes avis et que ça n'engage que moi. Ça dépend, de la typologie de bullrun qu'on a, est-ce qu'on a une edge season, est-ce que le narratif va être utilisé ou non, et est-ce qu'on va avoir des nouvelles dans chacune des cryptos qui rentrent en corrélation avec ce qu'on est en train de voir. Et est-ce que techniquement on sera toujours dans des zones qui seront intéressantes. Et donc c'est à vous de faire vos propres recherches, et c'est très très important de le faire. Pour valider si oui ou non vous achetez ou vous vendez telle ou telle crypto, c'est la réflexion que vous devez avoir d'ordre général sur l'ensemble de votre portefeuille. Est-ce que vous avez une stratégie ou pas? Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'avoir une stratégie d'investissement, la mienne, en commentaire, en description, si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est encore plus simple, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.